partie de notre entretien, on va se concentrer plus sur des points concrets de votre œuvre, dont une partie importante est consacrée à l'activité intellectuelle, Oui. qui est traditionnellement associée au champ académique et à l'université. Et c'est le point que vous problématisez dans votre œuvre, la logique de la création. Est-ce que vous pourrez développer l'idée De logique de la création. de logique de la création et du fait qu'on associe le fait de penser à l'université? De fait, moi, de plus en plus, je pense que l'université, c'est une institution qui est comme la police. C'est-à-dire, en fait, c'est une institution où il y a l'écart entre ce qu'elle est et ce qu'on pense qu'elle est considérable. Et que quand on réfléchit dessus, en fait, on réfléchit beaucoup plus à l'image que l'institution veut donner d'elle-même que ce qu'elle est réellement. Euh, Par exemple, dans la logique de la création, je dis que l'une des méthodes critiques traditionnelles de l'université, c'est de parler des défaillances de l'université, c'est-à-dire de dire qu'il y a une espèce d'écart entre l'idée d'université comme lieu du savoir, comme lieu de l'autonomie, comme lieu de la production, de la critique, etc. Et puis sa réalité qui fait que de fait, très souvent, les gens qui ont été les plus connus ou les plus importants dans l'histoire de la pensée ont plutôt été aux marges de l'université, ou ont affronté des pouvoirs très très durs, ou alors ont été même combattus par les universitaires. Et qu'il y a ce que Bourdieu appelle dans Homo academicus une distribution, en fait, comment on appelle ça, inversée entre capital symbolique et capital universitaire. Que plus vous avez accumulé de capital universitaire, souvent moins vous êtes reconnu comme un penseur, et plus vous êtes capital symbolique, moins vous avez de capital universitaire. Les exemples paradigmatiques de ça étant bien sûr Sartre, qui était en dehors de l'université, et qui a construit toute sa carrière en dehors, Bourdieu lui-même comme ce qu'il appelait un hérétique, Derrida, qui a été refusé au CNU de philosophie plusieurs fois, Barthes bien sûr, Foucault qui a été combattu considérablement, etc., et qui se retrouve dans une situation un peu particulière, qui était le Collège de France, où on n'est précisément pas élu par ses pairs, puisqu'on n'a qu'une chaire par discipline. Donc c'est une reconnaissance qui n'est pas par les pairs, etc. Et en fait, cette tradition, l'idée qu'il y a une défaillance de l'université, elle suppose que l'université pourrait être autre chose que ce qu'elle est, c'est-à-dire en fait un lieu qui combat la pensée. Et en fait, l'une des grandes idées de la pensée critique, notamment dans les textes de Bourdieu sur l'école ou de Foucault sur la prison, ça a été de dire que quand un dysfonctionnement est permanent, c'est pas un dysfonctionnement, c'est que c'est la fonction de l'institution. C'est-à-dire, par exemple, sur l'élimination des fils d'ouvriers ou les filles d'ouvriers, bien sûr, dans le système scolaire, on ne va pas passer son temps à dire que c'est un échec de l'école. Quand c'est un échec rituel, institué, pérenne, connu, reconnu, mais qui se perpétue depuis 100 ans, c'est peut-être pas l'échec, c'est peut-être la fonction, en fait. Et donc la fonction de l'école est d'éliminer les enfants des classes populaires et de faire passer des inégalités de naissance pour des inégalités de mérite. Voilà. Ça, c'est le coup de force que fait Bourdieu. Ou Foucault, sur les punir, il va dire en fait la récidive, qui est un échec de la prison connu, reconnu, décrit depuis le 19e siècle, peut-être c'est pas un échec de la prison, c'est sa fonction de la prison, qui est de produire de la récidive pour contrôler un milieu délinquant et en fait faire que les pulsions de sédition à l'œuvre dans les classes populaires ne s'agrègent pas sous la forme d'une lutte, en fait, mais prennent la forme d'illégalismes dispersés qui sont contrôlés par l'appareil pénal. Donc la grande thèse sur les punir. Donc c'est le geste que je dis dans le logique de la création. En fait, l'université se présente toujours comme lieu de la pensée, mais si de fait, régulièrement, depuis 100 ans, elle exclurait tous les gens qui ont fait des choses bien, peut-être que sa fonction c'est de combattre la pensée. En réalité, peut-être que la fonction de la logique universitaire est d'être en guerre contre l'innovation intellectuelle et de raréfier les dispositions créatrices. C'est-à-dire qu'elle a une fonction de raréfaction, d'intimidation, de mise en question de ce qui peut être du domaine de l'éthique intellectuelle, de l'éthique critique et de l'éthique créatrice. Et donc j'essaie dans le logique de la création de montrer que de fait, il y a un antagonisme entre les règles de la recherche telle qu'elle est instituée dans l'université, la fonction disciplinaire, la reconnaissance par les pairs, les dispositions à la docilité qui sont obligées en fait, dans l'université pour fonctionner, citer son champ, etc. Bon. Et ce que réclame en fait la production d'une position créatrice, telle que j'essaie de la reconstituer chez Foucault, Bourdieu, Deleuze, Derrida, Sartre, Lévi-Strauss, Simone de Beauvoir, Wittig, etc., Aimé Césaire et tout, et où en fait il y a la construction d'une éthique ou d'un style de vie qui vous engage dans un mode d'écriture créative, qui vous écarte légitimement de l'université, même qui vous conduit à vous en désintéresser, à la destituer d'un pouvoir sur vous, et que donc de cette manière, en fait, l'université n'est pas du tout le lieu de la pensée, comme la police n'est pas le lieu de la protection de la population, mais le lieu plutôt de la mutilation de certaines parties d'entre elles. L'université, c'est le lieu de la mutilation d'une certaine partie de la population créatrice. Et donc c'est quelque chose contre lequel il ne faut pas forcément défendre l'université. Et moi je suis toujours un peu suspect des gens qui veulent trop défendre l'université, en pensant qu'il faut absolument la sauver, etc. Parce que ce soit du côté de la recherche, ou que ce soit du côté des étudiants, puisque c'est l'un des lieux de l'exclusion inégalitaire depuis sa création, en termes de classe, et en termes de guerre à la création, je ne suis pas du tout certain qu'un grand projet de gauche soit de défendre l'université. Et donc comment faire pour pouvoir
avoir une activité intellectuelle sans vraiment se passer de l'université. Je sais pas, vous avez des pistes fines finales parce que vous, quand même, vous êtes professeur. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Moi, je suis pas dans l'université, je suis dans une école d'art. D'ailleurs, il y a un très beau texte de Derrida sur Schelling qui dit que l'université contemporaine se détournant beaucoup de devenir une plateforme de création, en vérité, le futur de la philosophie sera dans les écoles d'art. Il avait cette espèce d'intuition-là dès les années 80. J'en suis absolument convaincu. Beaucoup de philosophes allemands, par exemple, enseignent dans les écoles d'art. Et étant donné que l'université allemande est particulièrement conservatrice. Mais je dirais quelque chose de très important. Il ne faut pas dire comme ça. Je dirais quelque chose qui, à mon avis, est important à penser, qui est que c'est pas la même chose d'appartenir à une institution et d'être soumis au modèle de la pensée qu'elle impose. Vous pouvez faire un usage cynique de votre position. Par exemple, Annie Ernaux, elle était prof de collège. Pierre Bergogneau était prof de collège. C'est pas pour ça que on peut dire que la littérature appartient au collège. Parce que je veux dire, vous pouvez avoir une position, l'utiliser pour avoir un revenu et puis faire quelque chose d'autre. D'accord ? De la même manière, vous pouvez être dans l'université sans vous inscrire dans les dispositifs académiques de production des savoirs. L'important, c'est de penser que l'université, c'est pas seulement un lieu qui vous donne une position et un salaire, c'est une image de la recherche. C'est une certaine image de la pensée, un certain rapport à vos collègues, un certain rapport à la discussion, à la non-positionnalité, à la non-radicalité, à la non-injure, par exemple. Un certain rapport à l'euphémisation des positions politiques, un certain rapport à l'ennui, le séminaire, le colloque, la conférence, c'est vrai. Un certain rapport à la production de textes inutiles que personne ne lit. Bon, c'est vrai, c'est ça l'université quand même. Et le nombre de gens et tout le monde le sait en plus. Et tout le monde le dit. Et tout le monde se dit pourquoi je fais ça, et pourquoi je m'ennuie comme ça, et pourquoi je fais que personne ne lit. Et je dis mais change. Oui, mais c'est en très plus, difficile. en plus, on est fonctionnaire. Oui. Donc personne ne peut rien y perdre. Personne ne va aller en prison. Donc c'est très compliqué, un système qui fonctionne que par l'aliénation collective, dont tout le monde sait que c'est une aliénation collective, qui crée des dispositions de ressentiment énormes quand on ne reconnaît pas ce champ, qui n'ont pas envie de vivre cette vie-là. Et donc je dirais que le problème n'est pas de quitter l'université, mais c'est vraiment d'utiliser les ressources que peut donner une position de fonctionnaire, en vérité, avec du temps, pour essayer d'inventer un autre modèle de l'écriture. C'est ça qu'il faut essayer d'arriver à faire. Ouais. Et si on ne veut pas rester dedans, si on se dit on refuse le poste de fonctionnaire, voilà, un certain milieu universitaire, un certain cadre de travail, on commence par quoi ? Non, je pense qu'il faut investir les institutions. C'est l'une des leçons de sortir de notre impuissance politique. Je pense qu'une institution n'a pas d'essence. Paradoxalement, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que malgré tout, si jamais on la transforme et on transforme les cadres radicalement, elle changera de signification. Pour l'instant, puisque l'université a les mêmes cadres, les mêmes idéologies instituées et les mêmes gens qui l'occupent, par construction, elle remplit les mêmes fonctions que ce qu'elle remplissait depuis un siècle et demi de guerre aux dispositions créatrices. Mais si jamais tous les gens qui sentent ce malaise que moi j'ai ressenti quand j'étais en Hippocagne ou en Cagne par exemple, la quittent, comme j'ai vu en vérité, moi, pratiquement tous les gens qui m'aiment bien, qui m'envoient des messages, à un moment ils quittent un peu l'université, en thèse, ou ils n'ont pas de poste, ou alors ils en ont mais ils sont malheureux, etc. Mais si tous les gens font ce choix de en fait l'université c'est toujours ça donc je la quitte, elle ne changera jamais par construction parce que tous les gens qui auraient envie d'avoir une autre image de l'université la quittent. Mais donc il ne faut pas du tout la quitter. Qu'ils la quittent. Non, je pense qu'il faut la quitter mentalement, c'est-à-dire il ne faut pas la considérer comme un lieu dans lequel on va ratifier les images de la pensée instituée, mais la considérer comme un lieu qui est malgré tout un lieu où il y a beaucoup d'argent, où vous pouvez accueillir des gens en thèse, dans lequel vous pouvez vous donner des libertés, vous pouvez faire beaucoup de choses si vous voulez, vous pouvez changer l'image du savoir, etc. Vous pouvez faire des colloques, vous pouvez inviter des gens. Rien n'empêche d'inviter Assa Traoré à la Sorbonne, voilà, vous pouvez très bien le faire si vous voulez, mais ils ne le font pas, donc ça veut dire qu'ils le choisissent. Donc ça veut dire que, en fait, c'est quand même un lieu où il est possible, à mon avis, de produire des transformations si on le souhaite vraiment, si on le veut, et d'en faire un usage un peu plus cynique et libérateur. Donc moi je ne pense pas qu'il faille quitter l'université, d'autant que quand même, comme je disais tout à l'heure, écrire demande du temps, et malgré tout, l'un des rares métiers où vous avez du temps dans le monde, c'est le métier d'enseignant. Et donc un des points importants de votre pensée, de votre œuvre, qui est développé dans le livre Penser dans un monde mauvais, oui. C'est justement l'élaboration d'une pensée oppositionnelle qui serait non complice du monde de domination, de rapport de pouvoir, de la violence. Oui. Et à quoi cette pensée oppositionnelle se pose-t-elle ? Dans le livre, j'essaye il n'y aurait pas qu'un seul ennemi, il y aurait plein de biais ou de manières par lesquelles on peut être malgré soi prisonnier des systèmes de pouvoir. L'important, c'est que les systèmes de pouvoir, déjà, qui sont à l'œuvre dans le monde et qu'une pensée affronte, ils sont
ils sont multiples. D'accord. Il y a des ennemis qui vont être institutionnels, c'est-à-dire ça renverrait aux formes de l'écriture. C'est-à-dire effectivement, si jamais vous voulez euh, produire des effets émancipateurs avec les instruments du savoir académique contemporain, c'est un projet voué à l'échec. Voilà. Donc par exemple, si jamais vous dites que vous allez lutter contre le racisme en écrivant dans les revues académiques de sciences sociales, c'est non. Voilà. C'est non. Parce que vous reproduisez l'ensemble des systèmes euh, de la circulation des savoirs qui sont liés à des phénomènes d'exclusion et qui en plus sont faits pour les exercer, pour ratifier la frontière entre pairs et pas pairs, entre gens, comment on appelle ça, professionnels et profanes, qui sont du temps perdu pour des articles lus par très peu de monde, etc. Donc en fait, qui ne s'adressent pas à l'espace public, qui ne produisent pas d'effets, etc. Donc en fait, vous donnez à vous-même une image de ce que vous faites, mais qui ne correspond pas au dispositif concret que vous utilisez et à leur signification historique, et donc en fait, vous ne faites pas ce que vous dites que vous faites. Et donc vous êtes inauthentique par rapport à ça, et donc vous n'êtes pas oppositionnel, vous êtes systémique par rapport au système universitaire de la production et de la reproduction des savoirs. Donc ça, c'est un premier dispositif qui serait institutionnel. C'est d'abord une pensée qui essaye, dans ces dispositifs d'écriture, de ne pas reprendre les effets d'exclusion qui sont nécessairement inscrits dans les dispositifs d'écriture contemporains et d'exclusion qu'ils produisent dans l'université ou dans la littérature d'ailleurs, c'est pas forcément différent. Donc ça, je pense que c'est un enjeu très très important. Par exemple, dire qu'on est oppositionnel ou critique, etc., sans aller dans les médias, sans aller en manifestation, sans lier de lien avec des militants, donc ça, c'est non. D'accord. C'est-à-dire que si jamais vous voulez que votre pensée circule, elle doit prendre des formes différentes. C'est vrai que moi je crois beaucoup aux réseaux sociaux aussi, par exemple, comme un lieu tout à fait essentiel de la production des connaissances et de la circulation des connaissances. Mais vous ne pouvez pas attendre que j'en vienne vers vous. Vous devez créer des dialogues, vous devez créer des interactions, des plateformes de rencontres, etc. Et en gros, si vous ne maîtrisez pas les instruments de la rencontre avec différents mouvements qui peuvent produire des transformations, en fait, vous inscrivez votre pensée dans des dispositifs qui vont être inefficaces, tout simplement, du point de vue de la construction de mouvements sociaux ou de critiques effectives. Mais donc vous n'êtes pas oppositionnel, vous êtes systémique par rapport à, etc. Donc ça, c'est les dispositifs institutionnels. Et puis après, l'autre chose, c'est d'un point de vue épistémologique, c'est qu'est-ce que c'est qu'une pensée qui veut être oppositionnelle. Et là, je l'oppose moi à la pensée critique et à la pensée par objet. C'est-à-dire en fait l'idée selon laquelle une pensée ne peut être oppositionnelle que si elle est systémique, c'est-à-dire si elle prend pour sujet ou pour ce qu'elle veut mettre en question des systèmes de pouvoir institués et qu'elle ne pense pas en partant de parcelles de la réalité éclatée. Donc par exemple pour un étudiant, pour un chercheur, la question n'est jamais de se dire je vais essayer de penser je sais pas moi, le contrôle d'identité, je vais essayer de penser l'enseignement du français en classe, etc. Ça, c'est des objets de pensée. Ça vous conduira forcément à une pensée trop localisée qui va être dépendante d'un système et de catégories qu'elle ne va pas analyser et donc elle va reproduire quand elle va les utiliser. Et donc il faut penser des systèmes, donc par exemple voilà, le système policier, etc., les systèmes de pouvoir. Et quand vous objectivez un système dans son ensemble, vous pouvez mettre en place des critiques de ce pouvoir qui ne vont pas être complices du pouvoir. Et c'est une condition qui est la pensée systémique pour être une pensée oppositionnelle et pas être une pensée complice. Je ne sais pas si on peut prendre un exemple ou pas, je peux te donner les exemples que je disais dans un monde mauvais, c'était par exemple le contrôle au faciès. Par exemple, si vous dites je vais analyser les contrôles de la police en fonction de l'apparence des gens, s'ils sont noirs, arabes, blancs, etc. Et un mode de critique de la police ou du pouvoir policier, par exemple, va consister à dire ah oui, on voit que la police contrôle plus les noirs et les arabes que les blancs. Alors c'est intéressant parce que ce constat, il est vrai. C'est vrai. Que la probabilité d'être contrôlé quand vous êtes noir ou arabe est 5, 10, 15 fois plus élevée selon les lieux, etc., que si vous êtes blanc. Et elle est critique, en vérité, puisque la police prétend être neutre et qu'on montre qu'elle est biaisée par un biais raciste, on la critique. Donc c'est intéressant parce que l'oppositionnalité, elle veut dire que c'est pas parce que quelque chose est vrai et critique qu'il est suffisant pour être accepté comme un savoir valable. D'accord. Donc c'est vrai, c'est critique, c'est pas faux, c'est pas neutre, c'est critique, etc. Mais c'est pas suffisant parce que c'est un mode de critique qui n'aurait rien à dire si jamais le contrôle d'identité s'effectuait de façon identique chez les Noirs et les Arabes et les Blancs. Donc si jamais tout le monde était contrôlé de la même manière par la police 30 fois par jour, on n'aurait rien à dire. Donc ça veut dire qu'en fait c'est un mode d'appréhension du pouvoir policier qui ratifie l'idée de contrôle d'identité dans le moment même où il critique son appréhension et son application différentielle selon des populations.
ça, c'est un mode de dénonciation de la police qui est critique, mais qui est systémique par rapport au système du contrôle d'identité. Parce qu'en fait, il ratifie le contrôle d'identité dans le moment même où il met en question son application différentielle, et par conséquent, il est complice de l'idée de contrôle d'identité qu'il n'interroge pas. Donc, une, un savoir oppositionnel doit être un savoir qui s'en prend aux idées, c'est-à-dire si le système fonctionnait bien, qu'est-ce qu'il nous reste à critiquer? Par exemple, dans juger, qu'est-ce que c'est que juger parfaitement quelqu'un et pourquoi c'est quand même un problème de juger? D'où le fait que je prends les procès d'assises et pas comment on appelle ça, les comparutions immédiates. Qu'est-ce que c'est que le système politique? Si on prend comme exemple Snowden, citoyen blanc, homme hétérosexuel américain qui est à la pointe de la démocratie, on part de lui, on part d'Assange, donc c'est pas le migrant, c'est pas l'exilé, c'est pas ça, on part de celui qui a tout. Et on voit qu'est-ce qui manque dans nos systèmes si on part de celui qui a tout. Qu'est-ce que c'est que si on prend l'idée d'art autonome? Voilà. Et qu'est-ce qui reste dans la critique de l'art si jamais on prend l'art parfait, l'art, etc., etc. Et en fait, on pourrait dire que l'oppositionnalité, c'est ça, c'est de mettre en question les idées qui gouvernent, euh, les idées qui servent d'habitude de plateforme de base de la critique, c'est en les attaquant elles qu'on peut faire s'écrouler tout le système. D'accord. Quel est le lien du coup entre l'élaboration d'un savoir oppositionnel et quelle étape il devrait passer par les médias, par le pouvoir, par l'État voilà, quelles seront les institutions par lesquelles il devrait être repris pour qu'il y ait des changements effectifs dans la société. Oui. Alors, ça, je pense que c'est vrai pour tous les savoirs en vérité, mais on voit bien, sur la contre l'identité, c'est très simple en vérité. Ça ne veut pas dire que c'est pas réformiste, hein, parce que moi je suis un grand réformiste en vérité. Je ne suis pas du tout un révolutionnaire. Enfin, je suis un radical, j'appelle ça ce que Rose Guimard appelait des réformes non réformistes. Et vous savez, quand il y a cette opposition très belle entre les réformes réformistes et les réformes non réformistes, elle dit qu'il y a des réformes qui sont systémiques, c'est-à-dire des réformes qui, pour ce là c'est le mien, mais peu importe, qui en fait sont intégrées aux valeurs déjà à l'œuvre dans le système politique ou économique, etc., et qui sont juste des réformes intégrées. Par exemple, la réforme des retraites que veut faire Macron, c'est intégré dans le système libéral, etc., donc c'est une réforme qu'elle appellera réformiste, c'est-à-dire en fait qui ne change pas du tout les valeurs à l'œuvre dans le système. Et puis elle dit qu'il y a parfois dans le monde des valeurs non réformistes, c'est-à-dire des valeurs qui portent en elles quelque chose d'autre que le système, et qui, même si c'est des réformes, en tant que telles, elles ont déjà un germe d'elles d'un autre mode de pensée, ou d'une critique beaucoup plus radicale du système. Elle dit par exemple que légaliser que le cannabis, même si on est pour la légalisation de toutes les drogues, bah c'est déjà ça. C'est une réforme non réformiste parce que déjà elle porte en elle-même la propriété de son corps, le fait que l'État n'a pas à nous dire ce qu'on fait de notre corps, le fait qu'on gère ça de façon de santé publique et pas de problématiques de peine, etc. Oui, c'est une réforme non réformiste. Et je dirais que moi, l'oppositionnalité, c'est vraiment par exemple, Benjamin dit dans La critique de la violence que l'abolition de la peine de mort est une réforme non réformiste. Alors, il emploie cette expression évidemment, mais il dit qu'en fait, le jour où vous abolissez la peine de mort, c'est fini l'État. En fait, vous rentrez dans un monde où vous dites les individus ont des droits qui s'imposent à l'État, que l'État ne peut pas tout nous faire, et qu'en fait, il y a quelque chose dans l'abolition de la peine de mort qui veut dire un peu la souveraineté s'est terminée dans la modernité. Et ça, c'est assez beau, en fait. Hein. Donc, c'est une petite réforme, et c'est pour ça que les gens sont si attachés à cette question de la peine de mort, parce qu'elle dit quelque chose de ce rapport à l'État, et donc du rapport qu'on peut se faire les uns aux autres, est-ce qu'on peut se tuer mutuellement, etc. L'oppositionnalité, c'est le champ des réformes non réformistes. Donc, par exemple, sur le contrôle d'identité, soit vous allez faire le récipicé du contrôle, ça, c'est des gens qui vont faire la critique de l'application différentielle du contrôle d'identité. Donc, ils vont juste demander aux flics de dire aux gens on va prouver que vous êtes contrôlé un peu plus. Ou alors, moi, je dis j'abolis le contrôle d'identité. Moi, je pense qu'en fait, un policier ne doit pas contrôler l'identité de quelqu'un parce qu'il ne doit pas inaugurer un cycle de violence et qu'un policier n'a pas le droit de dire à quelqu'un qui, sur son territoire, qui traîne sur un territoire, pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu fais là. La police doit être réactive par rapport à la violence et pas inauguratrice de cycle de violence. Elle ne doit pas se donner un pouvoir sur la circulation publique des individus. Et par conséquent, on abolit l'idée de contrôle d'identité. Donc ça, c'est typiquement une réforme. Vous dites que la police ne fait plus contrôle d'identité, réformiste, non réformiste, c'est-à-dire qu'il porte une autre idée de la police qui n'est pas dans une politique de l'appropriation des corps, dont on voit aujourd'hui les effets sur le fait que la police tire sur les gens qui la fuient. Il y a eu une morte aujourd'hui, là où on fait cet entretien quand même. Où il y avait 4 personnes dans le 18e où ils ont tiré sur une voiture qui fuyait, et ils ont tué quelqu'un. Il y en a une deuxième qui est dans le coma, qui va probablement mourir aussi. Vous avez eu sur le Pont Neuf 2 morts il y a un mois, etc. C'est en fait de tuer quelqu'un qui parle. Bon. Donc il ne présente pas de danger si ce n'est qu'il parle. En fait, ça veut dire que la police a en tête l'idée selon laquelle nos corps lui appartiennent et que
mettre en question ces opérations de contrôle, ça mérite la mort. Ça met en question la maîtrise de la police sur les corps, et donc ça mérite en fait une peine de mort qui est déléguée à la police, puisque très souvent il y a des non-lieux qui sont opérés. Ça, c'est ce système-là de l'appropriation des corps et de l'idée policière qu'ils ont un droit sur les corps qui circulent dans l'espace public, qui doit être démantelé par la réforme non réformiste de l'abolition du contrôle d'identité, où la police doit comprendre qu'en fait, elle est là pour faire que les gens vivent, elle n'est pas pour que les gens soient tués. Voilà. Et ça suppose donc de la faire reculer et de changer complètement son rapport aux gens, en vérité. Complètement. Et ça, c'est une inversion. Alors ça, comment ça se fait ? Ça se fait par le temps long, ça c'est la thèse importante de sortir notre ambition politique. Il y a 2 ou 3 manières de toute façon de gagner des combats en vérité dans la vie. Hein. C'est soit le droit, c'est-à-dire soit vous faites de l'activisme juridique, de les porter plainte contre la police pour interdire le contrôle d'identité à la Compagnie des droits de l'homme, par exemple, qui pourrait empêcher la France de faire des contrôles d'identité. C'est une méthode. Et après, c'est la jeunesse. Et c'est diffuser les écrits, faire des entretiens comme ça, faire des conférences, faire des colloques, multiplier des rencontres avec des magistrats, des avocats, des militants, des gens des partis politiques, et puis petit à petit pousser pour que ce type de logique de pensée s'impose, et j'espère que ça s'imposera bientôt, surtout quand je serai ministre de l'Intérieur. Voilà. Dans un de vos entretiens, vous avez affirmé que la pensée de droite n'existe pas. Oui. Et déjà, il en découle une certaine définition de la pensée. Donc, quelle est donc votre définition de la pensée ? J'imagine qu'elle va être liée avec l'activité intellectuelle et la pensée oppositionnelle que vous avez développée. Et aussi, est-ce que ça ne serait pas un peu une manière de sous-estimer l'ennemi ? Moi, j'ai jamais trop compris pourquoi les gens étaient un peu choqués parce que ça me paraît tellement évident. Enfin, je sais pas, mais qui peut citer quelqu'un de droite qui pense ? Et surtout, les noms qu'on vous cite quand on vous oppose à ça, c'est tellement affligeant par rapport à ce que c'est que la gauche. Est-ce que c'est que la pensée de gauche et la pensée haute, quoi, que vous dites, c'est game over. Ouais. Les gens, ils ont qu'à sortir Aron, quoi. Je veux dire, toute personne qui a lu un livre d'Aron, ça lui tombe des mains et puis c'est pathétique, quoi. C'est vraiment un sinistre notaire, quoi. Il n'y a strictement aucune pensée, c'est plat, c'est fade, il n'y a rien, d'accord ? Ou alors c'est complètement grossièrement idéologique et particulièrement nul en plus, sur la théorie des classes sociales, etc. Quand il dit qu'il n'y a pas de classe sociale, etc. Bon. Donc en fait, c'est un bourgeois. Voilà. Enfin, Didier Ribon avait des pages sur Aron particulièrement belles dans Retour à Reims que je vous invite à regarder. Mais il y a un antagonisme profond entre la logique de la pensée et la logique de la droite, la logique de la conservation ou de l'aggravation des systèmes des inégalités, puisque je pense qu'une pensée qui mérite ce nom doit être une pensée totale, c'est-à-dire une pensée qui va à la fois au bout de l'objectivation de la réalité, et une pensée éthique, c'est-à-dire qui assume le fait que nous sommes plongés dans un monde de prédation, d'inégalité, de domination. À partir du moment où la pensée suppose d'aller au bout de l'objectivation de ce qui est donné dans le monde, donc de ne pas rajouter du mensonge, de l'idéologie, de la mystification, vous allez forcément voir ce qui est à voir. Et ce qui est à voir, c'est ce que Adorno appelle la fausseté du monde, c'est-à-dire le fait qu'il est hanté par des mécanismes de souffrance, de prédation, d'inégalité de rapport à la vie, de gens qui se noient dans la Méditerranée, de femmes tuées par leurs compagnons, de viols, etc., d'accidents du travail, de conditions ouvrières et tout. Donc le monde vous dit ça, vous devez le penser. Vous devez en plus penser que votre pensée doit être éthique par rapport à ces conditions pour pouvoir apaiser un peu la souffrance du monde. Donc, qu'est-ce qu'aurait comme signification une pensée de droite dans ce contexte ? C'est-à-dire une pensée qui a conscience des nécessités de la pensée, des exigences de la pensée, de l'inscription de la pensée dans le monde, et qui ne parlerait pas du monde et n'essaierait pas de le transformer. Ça ne peut pas exister. C'est contradictoire. Donc la pensée de droite ne peut pas exister. Mais ce que j'en vois moi, c'est que ça ne veut pas dire que les gens de droite n'écrivent pas des mots ou ne prononcent pas des mots avec leur bouche. Ça, c'est tout à fait vrai. C'est incontestable. Mais ne pensent pas de la pensée. Voilà. C'est de l'idéologie, c'est de la mystification, c'est du mensonge, c'est grossier, c'est faible, mais c'est pas de la pensée. Ça ne peut pas être de la pensée. Mais s'il y a des décisions de droite, des actions de droite, ça veut dire qu'il y a une pensée de droite. Que les idéologies poussent à agir, on le sait. Hein. Je veux dire, les gens, ils ont fait des guerres pour Dieu. Hein. Donc, c'est parce que quelque chose est faux et faible et bête que les gens bougent pas très très vite.
est très très fort. C'est ce que je veux dire. Donc le fait qu'il y ait de l'action n'a strictement aucun rapport avec l'idée qu'il y a de la pensée, ou qu'il y ait de la vérité, ou qu'il y ait de l'élaboration conceptuelle. C'est ce que je veux dire. Un penseur que vous citez beaucoup dans vos œuvres, c'est Pierre Bourdieu. Oui. D'accord. Et quels aspects de son œuvre vous reprenez le plus? Quelles idées sont les plus importantes pour vous? Et comment estimez-vous l'état de son héritage théorique à l'heure actuelle? Oui. Très très souvent, moi, on va plutôt m'associer à Foucault, on va dire Foucaultien, etc. Mais en fait, ça, je pense que c'est parce que je suis gay et on pense qu'un gay peut être influencé que par un gay. On va dire, c'est Foucaultien, ça veut dire c'est un PD en fait. Et ça, il y a un mec qui avait dit sur Barthes, on va toujours dire plein de mots en fait qui veulent dire qu'il est gay, mais sans dire c'est un auteur un peu léger, ou c'est un auteur un peu mousseux, ou c'est un style un peu comme précieux, etc. En fait, ça veut dire ça. Bon. En fait, moi, de fait, je suis pas du tout Foucaultien. C'est pas du tout un auteur que je pense m'a beaucoup influencé. Je pense que l'auteur important pour moi, c'est Bourdieu, qui est vraiment l'auteur central en termes d'éthique intellectuelle et de base épistémologique. Je pense que ce que Bourdieu a donné d'abord, c'est une base épistémologique à l'idée de penser. En fait, par exemple, le livre de la conscience politique, qui est une espèce de confrontation entre les concepts de la théorie politique et l'idée de base de l'idée de sociologie, c'est le fait que le monde doit être pensé à travers des concepts de domination, de violence, d'inconscient, d'incorporation, d'habitus, etc. Je pense que ça, c'est vraiment... enfin, il n'y a pas de pensée du monde qui n'emploie pas ce vocabulaire-là. Ça, vraiment, c'est quelque chose dont je suis absolument convaincu. Et si, par exemple, un penseur n'emploie pas le mot domination, il ne peut pas avoir dire quelque chose sur le mot. Voilà. Il n'y a pas le mot violence, violence physique, violence symbolique, le mot incorporation, le mot aliénation, etc. Le mot fausse conscience et tout, en fait, ça ne peut pas être quelqu'un qui dit quelque chose du monde tel qu'il existe. Donc, par exemple, c'est vrai que quand la philosophie politique va dire le peuple, le citoyen, et que vous lisez Bourdieu qui va dire il y a des rapports différents à la politique, la pensée différentielle, paradoxalement, la pensée bourdieusienne, c'est une pensée qui pense que penser des mondes, c'est penser des différences, par exemple. Donc, vous ne pouvez pas utiliser le concept globalisant après Bourdieu. Le concept de citoyen n'a pas de sens, le concept de peuple n'a pas de sens parce qu'il sait tout de suite que vous allez dire mais qui le citoyen? Qui? Les femmes, les hommes, les classes populaires, les classes dominantes, les gens qui ont des diplômes, qui n'ont pas des diplômes, tout de suite ces questions-là apparaissent tout de suite et vous savez tout de suite que tous ces enjeux vont devenir des enjeux de guerre, des enjeux de lutte, des enjeux de gens qui vont s'approprier les choses au détriment d'autres, etc. Et donc ça fait voler en éclats 95% des concepts qu'on utilise, etc. C'est une pensée qui veut dire que le monde est très dur. Les textes de Bourdieu sont très très durs sur la violence que les gens éprouvent, la misère du monde, la distinction bien sûr, les premiers travaux qu'il a fait sur le célibat au Béarn, vous savez quand le marché matrimonial s'ouvre et que les corps des paysans deviennent immariables parce qu'il y a la ville qui arrive et les filles préfèrent aller draguer les garçons de la ville qui sont mieux habillés, plus élégants, plus d'argent, etc. Et qui se retrouvent, tous les paysans deviennent immariables. Et donc il y a une crise du suicide et du célibat dans la condition paysanne, enfin des choses comme ça qui sont des belles analyses très 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 importantes, très belles. Donc ça je pense que c'était vraiment pour moi l'auteur le plus émouvant et le plus puissant du XXe siècle, vraiment je le crois. C'est l'auteur que je relis probablement le plus. Et puis l'autre chose quand même très importante chez Bourdieu, c'est cette idée, très importante pour moi aussi, c'est qu'il y a une importance considérable de l'intellectuel par rapport aux mouvements sociaux, c'est-à-dire que les gens ne sont pas... par rapport à la gauche mainstream contemporaine, l'idée qu'il ne faut pas parler à la place des autres, par exemple, ou l'idée selon laquelle il faut laisser parler les autres, laisser chacun parler de son expérience, etc. Pour dire, c'est quelqu'un qui nous a appris que les gens sont plutôt en illusion par rapport à eux-mêmes, que les gens n'ont pas la vérité sur eux-mêmes, et que c'est pas parce que les gens parlent qu'ils ont quelque chose à dire ni d'intéressant, ni de vrai, parce que le monde social est plutôt affaire de méconnaissance, d'illusions, d'incorporation d'idéologies fausses, etc. Et que par conséquent l'intellectuel peut avoir pour fonction de dire la vérité à un mouvement ou à un individu sur lui-même que lui ignore. Et qu'il y a des problématiques d'une forme de supériorité ou de surplomb possible du chercheur ou de l'intellectuel par rapport aux mouvements sociaux, qui doit entrer dans un dialogue fructueux avec eux, mais en tout cas que l'intellectuel ne doit jamais se mettre au service d'un mouvement en répétant ce qu'il dit. Et par exemple, le livre avec Assa Traoré, moi, il y a des moments où on n'est pas d'accord sur la question de la punition des gendarmes, sur la question du terme violence policière, sur plein de petites questions comme ça, on assume qu'on n'est pas d'accord et qu'un intellectuel n'a pas pour fonction de devenir un porte-parole, mais il doit être un interlocuteur, donc il doit dire des choses dialectiquement différentes de ce que les gens pensent spontanément, et qu'il n'y a pas de transparence de la conscience à elle-même, donc c'est pas parce que vous êtes dans une position du monde social que tout ce que vous dites doit être ratifié.
dans l'espace intellectuel et politique qu'il y a des conditions d'accès à la vérité, et que ces conditions, c'est le travail intellectuel et la recherche. Ça, je pense que c'est très important. Et l'état de son héritage intellectuel aujourd'hui? L'une des raisons dont Donc, je pense, c'est que Bourdieu est très peu utilisé aujourd'hui, et qu'il a un peu disparu. Il y a quelques jours, j'ai fait une séance avec Didier Ribon à mon séminaire que j'anime cette année qui s'appelle Tout refondé, où j'ai invité plusieurs gens à parler de plusieurs sujets. Et la leçon, c'était de dire que quand il y a un anniversaire Foucault, il y a toujours un grand événement. Notamment quand un livre sort, il y a des pages dans les journaux, il y a des grands colloques. Et là, Bourdieu, c'était les 20 ans. Et il y a eu un livre qui est sorti qui s'appelle Microcosme, qui est un très très beau livre qui recueille tous ces textes sur la nation de chant. Et un livre très important. Et il y a eu un silence total sur la présence de Bourdieu. Et je pense que moi, ça revient à des choses, c'est qu'en fait, d'une part, il est très 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 peu approprié par la gauche mainstream contemporaine. C'est-à-dire que sur ces questions de voix, de porte-parole, de parler à la place des autres, de rapport entre les intellectuels et le mouvement, de qui parle, de croire les gens, etc., de qui parle et tout, je pense que Bourdieu est dans une problématique totalement inverse de ça. Et ça gêne un peu une certaine forme de gauche. Et puis dans la sociologie, ce qui se pratique aujourd'hui en termes de sociologie dominante est le contraire de tout ce que Bourdieu a enseigné depuis le métier de sociologue en vérité. C'est-à-dire qu'en fait, la pensée sociologique contemporaine est une pensée qui fonctionne par objet, par des petits terrains de recherche que les gens vont constituer, puis après vont penser leur pratique comme documentaire par rapport à ce terrain, etc., avec une destruction de l'idée de construction de pensée en termes de système ou de ce que Bourdieu appelait les champs, etc. Et quand vous regardez par exemple la surface de sociologie, elle est découpée par réseau thématique. Alors vous avez le sport, le genre, la méthode. Comment est-ce qu'on peut faire le sport et le genre en deux trucs différents? Genre, c'est pas un peu pareil, le sport et le genre. Après on fait l'école et la culture, tu dis c'est pas un peu la même chose? Alors, on comprend pas trop, tu sais. Donc on se dit en fait, c'est une rupture totale avec l'épistémologie bourdieusienne, quoi. L'idée même l'idée de la distinction, qu'en fait si tu veux juste comprendre, vous voulez juste comprendre que c'est que manger une salade dans les classes populaires, il faut reconstruire tout le système du rapport à la culture, tout le système du rapport au corps, le système aux gens, à la maison, etc., etc. Et donc, si vous ne pensez pas à un système des pratiques culturelles, vous ne pouvez rien penser. Et comme la recherche en sociologie aujourd'hui est une recherche qui a un problème avec les concepts théoriques et avec les pensées systémiques, et elle est anti-bourdieusienne et elle est même en rupture, en régression par rapport à l'héritage bourdieusien. Et que pour cette raison-là, il y a dans le rapport au militantisme mainstream et dans le rapport à la sociologie, il y a ces deux pôles anti-bourdieusiens, et donc il est un peu orphelin en vérité Bourdieu d'une présence publique. Dans la conscience politique, dans votre livre, vous analysez le caractère mystificateur de certaines idées très répandues dans les discours politiques, que ce soit la démocratie, le citoyen, le contrat social, et en même temps vous suggérez justement l'approche sociologique comme une manière comme en fait un projet politique, comme une manière d'appliquer les études sociologiques, les vérités scientifiques à une politique, et que ça devrait être ça, la politique, au lieu de véhiculer des concepts vides. Oui. Est-ce que vous pourrez développer justement ce point-là sur ce livre-là? Et est-ce que justement quelle forme effective ça pourrait avoir un jour? Comment faire en fait pour faire un État qui voudrait faire ça? Alors déjà, la conscience politique, c'est d'abord un livre en l'occurrence, c'est un des rares livres que moi je dirais un peu descriptif. C'est-à-dire en fait, l'idée du livre, c'était quand même de dire que quand on veut penser la politique, on est dans un univers conceptuel qui est complètement en décalage par rapport à la réalité de ce qu'on est. Qu'on entend des discours à la télé sur les Français ont voté Macron, ou alors les philosophes politiques vont dire pareil en disant c'est la souveraineté populaire qui est déléguée au monde du vote, etc. Donc en fait, qui vont dire la même chose que les chroniqueurs, mais avec leur vocabulaire. Et dans la théorie politique, des théoriciens politiques du contrat social jusqu'à Habermas ou Hannah Arendt, et des chroniqueurs ou des hommes politiques, on a une espèce de consensus pour mentir. C'est-à-dire en fait pour aborder la politique avec des concepts dont on sait qu'ils sont faux, dont on sait qu'ils sont fictifs par rapport à la réalité, mais pourtant on va les utiliser. L'idée par principe étant l'idée de contrat social quand même, c'est-à-dire que nous ne cessons de penser la politique à partir de la figure du contrat, c'est-à-dire de l'idée sur laquelle nous avons donné une partie de notre souveraineté pour être protégés, etc. en gros, ou alors parce qu'on avait peur de son état de nature et tout. Donc on va penser la politique sur le mode de l'accord, de la volonté, alors que paradoxalement, l'appartenance politique est peut-être l'une des seules formes au monde que nous ne choisissons pas,
puisque c'est à la naissance qu'on vous envoie des papiers, qu'on vous dit tu appartiens à cette nationalité, tu n'as pas le choix de ta nationalité, etc. Et tu n'as pas le droit de partir, tu n'as pas le droit de quitter le territoire, et voici ta loi, et si tu ne respectes pas, tu vas en prison. Donc en fait, paradoxalement, enfin Bourdieu disait sur les champs que on est normalement toujours un peu responsable des pouvoirs qui s'exercent sur soi, parce qu'on a toujours un droit de sortie. Bourdieu disait par exemple on peut toujours un peu quitter son travail, on peut quitter on peut quitter le champ littéraire si on n'aime pas le champ littéraire, on peut quitter sa femme ou son compagnon si on est malheureux, etc. Donc en fait, le droit de sortie fait qu'il y a toujours, chez Bourdieu, l'idée qu'il y a une participation implicite des dominés à leur propre domination par le fait qu'ils restent dans le champ. Donc par exemple, si vous souffrez des verdicts des instances littéraires quand vous êtes auteur, c'est parce que vous choisissez d'être un auteur et de rester dans le champ littéraire, et c'est sûr que vous allez à la campagne et de plus jamais écouter qui a le prix Goncourt et vous en souffrirez pas. C'est ce que je veux dire. Donc en fait, vous choisissez toujours un peu les pouvoirs qui s'exercent sur vous. Et il y a un seul pouvoir dans le monde qui échappe en fait à cette logique, c'est l'État, puisque l'État est une forme dans laquelle on n'a jamais choisi de rentrer, puisqu'on ne pouvait pas parler, on parlait même pas la langue quand on nous a envoyé les papiers, et dans laquelle on ne peut pas sortir de façon unilatérale, puisqu'il y a des États qui refusent par exemple la régulation des nationalités, comme les États-Unis par exemple, que Snowden aujourd'hui est toujours américain, est toujours soumis au pouvoir américain, même s'il habite en Russie, et qui voudrait récuser sa nationalité. Donc il n'y a pas de droit de sortie, il n'y a pas de choix d'entrée, donc ça veut dire que l'appartenance est obligatoire, et pourtant on pense à partir de la figure du contrat, c'est-à-dire de la volonté d'y entrer, alors que c'est la seule forme au monde qu'on ne choisit pas, même sous la mode de l'implicite de rester. Donc c'est quand même un problème d'avoir un vocabulaire politique où on va dire des mots globalisants, comme j'en ai parlé tout à l'heure sur la sociologie, comme souveraineté populaire, citoyenneté, démocratie, volonté générale, qu'on trouve quand même utilisés aussi bien dans des théoriciens de l'anarchie, en disant qu'en fait l'État est toujours illégitime parce que c'est des individus ou c'est une caste qui ne représente jamais la souveraineté du peuple qui doit pouvoir faire l'insurrection, etc. Ou chez des gens de droite conservatrice, comme Habermas, qui vont dire donc les institutions démocratiques permettent la coexistence rationnelle par la délibération publique, etc., de citoyens libres et égaux. Les phrases que prononce Habermas, de citoyens libres et égaux, te dit bonjour, avez-vous déjà vu quelqu'un dans la rue comme ça? Bon. Et donc c'est un problème. Donc en fait, voilà, c'est un champ unifié, raréfié, pauvre de pensée, et qui vont être manipulés aussi bien par la droite que la gauche, par l'extrême gauche même que la droite, etc. Que théorie de peuple peut être utilisée par des théoriciens de l'anarchie, des théoriciens d'extrême droite. Donc c'est très bizarre. Et cette théorie très très belle de Foucault qui dit que quand il faut analyser un inconscient, il faut analyser sur quoi les gens sont d'accord, pas sur quoi ils débattent. Ce qui est intéressant, c'est pas les désaccords, c'est les accords qui fondent les désaccords. Et que précisément, en fait, l'accord qui fonde notre épistémopolitique, c'est l'accord sur le fait d'utiliser ces catégories grosses, globalisantes, homogénéisantes, qui en fait ce que masquent la vérité du fait politique, et notamment sa vérité comme antagonisme, en vérité. Et donc moi, l'idée de l'action politique, c'est de dire, si jamais je romps avec les fictions politiques, et que j'accepte qu'il n'y a pas d'au-delà du monde social. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des citoyens dans une communauté politique, nous sommes des individus avec des propriétés pris dans des systèmes de pouvoir, et la politique est le lieu dans lequel des groupes se mobilisent pour essayer plus ou moins d'imposer leur volonté aux autres, qui sont malgré eux forcés de cohabiter avec nous sur un territoire que personne n'a jamais choisi. C'est ça la politique. C'est le fait de l'appartenance forcée. Ça renvoie pas du tout au contrat, mais plutôt à la prise d'otage, à la captation obligatoire, à l'imposition d'une volonté quelqu'un qui ne veut pas. À partir de ce moment-là, est-ce qu'il y a une différence entre démocratie et colonie? À partir de ce moment-là, est-ce qu'il y a une différence entre prisonnier politique et prisonnier de droit commun? À partir de ce moment-là, est-ce que la catégorie de violence légitime a un sens, etc. Et moi je dis en gros que non, que toutes ces catégories explosent, et que donc on est amené à reconstruire tout un nouveau vocabulaire politique, et c'est ça que j'essaie de faire dans la deuxième partie du livre. Donc le livre, en fait, il est fondé sur, c'est un peu ce qu'on disait sur Bourdieu, si on croit à Bourdieu, et si on croit à l'idée de sociologie, penser l'État, penser la politique, penser la loi, la phrase très belle de Max Weinreich que je cite sur le fait qu'une langue c'est un dialecte avec une armée. Et je dis en fait c'est un peu pareil, la loi par exemple ça n'existe pas, la loi c'est une volonté particulière avec une police. Voilà. Donc à ce moment-là on est amené à penser très très différemment ce que c'est que désobéir à la loi. Désobéir à la loi c'est affirmer une volonté particulière, contenir une volonté particulière, sauf que l'autre a une police et l'autre n'en a pas. Mais voilà, c'est juste une question de qui a la police, c'est pas vraiment une question de qui a la loi avec soi. Ça change quand même le problème de l'affrontement, donc de la justice, etc. Et voilà, la conscience politique, c'est rentrer dans l'ère de la lucidité politique et de clore le cycle de la théorie politique. Mais effectivement, est-ce qu'il y a, dans le cadre d'État, est-ce qu'il y a la possibilité justement de sortir de cette
de rapports de violence, de domination, parce que du coup, de toute façon, l'État va être approprié par un groupe qui va devenir dominante, qui aura le pouvoir, et donc il y aura tout de ce côté-là. Oui. Donc finalement, est-ce que c'est pas vraiment un piège de l'État qui est indépassable? De toute façon, dans un monde d'antagonisme, la question ne va pas tellement être est-ce que l'État va être violent, c'est est-ce qu'il y aura plus ou moins de violence avec l'appropriation de l'appareil d'État. On est d'accord. En fait, parce que vous pouvez très bien faire dépérir l'État, mais ça n'empêchera pas le racisme d'exister. Et l'État peut avoir, vis-à-vis du racisme, ou des logiques de classe sociale, ou des logiques de domination masculine, aussi des effets protecteurs pour les individus, ou des effets émancipateurs, ou des effets même de lutte contre. Par exemple, je pense que le mariage gay était un truc très important pour la lutte contre l'homophobie, etc. Donc en fait, l'État en tant que tel n'est pas mauvais. La question, et le fait qu'il exerce des pouvoirs n'est pas mauvais. Je veux dire, la contrainte fiscale est la condition du financement de la sécurité sociale. Donc le fait qu'il y ait de la police qui oblige les gens à payer l'impôt ne me gêne pas moi du point de vue qui finance la sécurité sociale ou l'école publique ou des bourses pour des migrants, etc. C'est ce que je veux dire. Donc en fait, je ne suis pas contre l'État, du tout, du tout. Par contre, la question, c'est sur quoi est-ce qu'on peut fonder la contrainte et jusqu'où on va dans la contrainte. Et moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, la tendance de la théorie politique, c'est de penser qu'il faut fonder la contrainte sur la procédure, c'est-à-dire au fond de fonder toute la notion un peu stupide d'état de droit, c'est-à-dire qu'au fond, ce qui compte, c'est les procédures et peu importe le résultat objectif de la loi. Ça, c'est une approche formaliste du droit, mais dont la critique marxiste a toujours montré qu'en fait, elle a pour conséquence nécessaire, si elle est aveugle à ses conséquences, d'être plutôt dans le sens de la reproduction des inégalités instituées. Donc une conception procédurale du droit, chez Habermas par exemple, est une conception substantialiste qui n'a pas conscience d'être du côté de la reproduction des inégalités et des inégalités de pouvoir instituées, une loi neutre, etc. Alors qu'au contraire, un processus substantialiste, c'est-à-dire qui fonderait la loi sur la conception de la justice, ou sur une théorie de la justice, à ce moment-là ne s'intéresse pas tellement à la question des procédures, du vote, des juges, etc. Peu importe ça, mais essaye de fonder la contrainte sur des effets d'émancipation, de diminution de la violence dans le monde qu'elle pourrait produire. Mais donc, ça rentre effectivement dans le fait que l'enjeu n'est pas que la majorité et la loi, ou que les juges et la loi, c'est que la justice et que la loi soit juste. Voilà. Et qu'en fait, on s'en fout des procédures et du nombre de gens qui la soutiennent. La question, c'est est-ce que c'est juste. Donc ça suppose de rentrer dans une pensée non démocratique de l'État, d'accord, au nom de la justice et d'une conception substantialiste de l'ordre social et des transformations qu'on peut y apporter. Quand on dit non démocratique, alors les gens vont tout de suite avoir peur, mais je dis quand même très simplement, c'est que ce que montre l'histoire et la vie, quoi, c'est que le but dans la vie n'est pas que les procédures soient respectées, c'est que les gens vivent mieux, d'accord. Et ce à quoi a abouti la démocratie ces derniers temps, ça a été plutôt l'élection de Trump, le Boris Johnson, ce qui s'est passé pour les migrants, les chutes de l'espérance de vie sous, alors j'ai oublié ça, mais sous Bush, je crois qu'il y a genre 8 ans de perdu d'espérance de vie chez les Noirs américains, à cause des réformes néolibérales. Non mais ça veut dire que c'est considérable, quoi. Donc la démocratie, c'est aussi ça. Donc si on dit qu'on est non démocratique, la démocratie c'est ça, peut-être la non-démocratie c'est mieux que la démocratie. Si la non-démocratie c'est la justice et qu'on se donne les moyens de ne pas accepter des lois juste parce que les gens sont plus nombreux sur un territoire à vouloir nous l'imposer parce qu'ils sont plus injustes ou plus violents que les autres, d'accord. Et on pourrait quand même organiser la société d'une manière à ce qu'il y ait quelque chose de plus importante que le nombre et que qu'est-ce que le nombre décide d'imposer aux autres, d'accord. Donc il faudrait passer à une administration scientifique des choses. Voilà, la formule de Reich, à la substituer à l'idée politique. Il faut substituer une théorie scientifique du gouvernement à une théorie politique. Ça, j'en suis absolument convaincu. Et la forme que ça donnerait, c'est l'une des choses sur quoi je suis en train de réfléchir en ce moment. Donc, je ne peux pas vous donner la réponse maintenant, parce que c'est sur quoi je suis en train de réfléchir en ce moment. Donc finalement, c'est la dernière question. Est-ce que l'idéal politique, si vous envisagez un idéal politique derrière toutes ces réflexions, c'est un idéal politique qui est non démocratique? Oui, tout à fait. Je pense que la démocratie, ça doit être un moyen, c'est pas une fin. La fin, c'est la justice, c'est l'égalité, c'est la liberté, c'est que les gens vivent mieux, c'est que les gens soient plus heureux, c'est que les gens aient du bonheur, c'est le pluralisme, etc. Et ça peut être garanti par des pouvoirs qui ne sont pas nécessairement démocratiques. Je rappelle, parce que c'est quand même important, que les États contemporains ne sont pas du tout fondés sur le principe qu'on appellerait démocratique. Je rappelle quand même que toutes les lois que nous avons sont susceptibles d'être cassées par des juges non élus,
quand même, soit par la Cour de cassation, soit par la Cour pénale des droits de l'homme ou la Cour suprême aux États-Unis, et que tous nos États sont quand même fondés sur l'idée selon laquelle, même s'il y a 90% des gens qui sont pour une loi, si 3 juges décident de les casser, elle est cassée, elle n'est pas appliquée. D'accord ? Donc ça veut dire que l'idée de démocratie n'est déjà pas à l'œuvre du tout dans nos États. Nous savons qu'il y a des rationalités supérieures à ce que veut la majorité pour ne pas transformer toute volonté comme loi. D'accord ? Et pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais ça peut être par exemple que la peine de mort aujourd'hui n'est pas possible d'être instituée en France parce que sinon la Cour européenne des droits de l'homme va le casser, va nous obliger de ne pas le faire, etc. Donc ça peut être ou la Cour suprême américaine qui là va peut-être revenir sur l'avortement, mais qui est aussi celle qui a enlevé la ségrégation, qui a fait le mariage gay, etc. Et qui a fait des progrès pour la protection contre la police à des moments où elle était plus activiste que maintenant. Donc en fait, tous les États contemporains sont déjà fondés sur l'idée selon laquelle il y a quelque chose d'autre que la majorité ou le vote qui doit gouverner nos États, qui s'appelle le droit, ce qu'ils appellent le droit en tout cas, et des juges qui peuvent nous gouverner à 8. Non mais c'est vrai, en fait, et donc 8 c'est 4, hein, parce que c'est la majorité, hein, qui peuvent gouverner tout le monde. Et toutes les lois sont en droit censurables par le Conseil constitutionnel, donc par 4 personnes. Donc en fait aujourd'hui on est gouverné par 4 personnes. Je veux dire, c'est ça qu'il faut dire, si on est rationnel, si on va au bout de la pensée. Donc si jamais je remplaçais les juges, Laurent Fabius, etc., par des intellectuels critiques, qui seraient 4 aussi, et qui géraient toutes les lois, est-ce que ce serait forcément pire ? Et on dirait que c'est pas démocratique, mais ça l'est déjà pas aujourd'hui. Alors pourquoi s'il y avait un conseil scientifique avec 4 intellectuels critiques, avec Judith Butler, moi, Angela Davis, etc., et on serait là, on pourrait censurer toutes les lois. Alors ce serait après la chose, ce serait un conseil intellectuel. Et pourquoi est-ce que ce serait pire ? C'est un beau idéal politique aussi, du coup. Bah oui, il y aurait ça, voilà, on ferait un conseil comme ça, et on pourrait censurer toutes les lois. Alors, ce serait pas formellement différent de ce qu'il y a maintenant. Et qui peut dire que ce serait un problème ? Bah, merci beaucoup Geoffroy Levatanny pour cet entretien. C'était utopique, assez imaginatif, mais c'est pour qu'on réfléchisse à la possibilité de se donner d'autres modèles.